on va commencer tout doucement. Donc, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Donc, moi, je suis le professeur de Wild du service d'hématologie de l'Institut Jules Bordet. Je travaille avec toute une équipe spécialisée dans la leucémie lymphoïde chronique. Et donc, à l'occasion de Septembre Rouge, qui est un mois de sensibilisation au cancer du sang, on fait des séances d'information sur différentes maladies. Et la leucémie lymphoïde chronique fait partie des maladies pour lesquelles on essaye de faire une séance par an, puisque c'est parmi les plus fréquentes. Ah oui, pardon pour le micro, je peux parler ici dans le micro. Donc voilà, bienvenue, n'hésitez pas à vous installer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé de consacrer cette séance surtout à une séance d'information concernant tout ce qu'on peut faire pour accompagner la maladie qui ne soit pas de l'ordre d'un traitement curatif ou d'un traitement chimiothérapie ou immunothérapie ou thérapie ciblée, mais plutôt tout ce qu'on appelle le traitement d'accompagnement ou supportif, donc l'exercice physique, la nutrition, la vaccination, la protection des infections, puisque l'année passée, on avait surtout parlé des nouvelles thérapies, des nouveaux traitements, des facteurs pronostiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui est traitement de support. Et pour ça, on a la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs intervenants qui sont tous vraiment des spécialistes dans leur domaine. Donc, vous avez déjà entendu Loïc Isebar, qui est un grand spécialiste de la leucémie lymphoïde chronique à Toulouse et qui a fait pas mal d'études sur des nouveaux médicaments, mais aussi des études académiques innovantes sur tout ce qu'on peut faire comme traitement de support, notamment l'exercice physique. Et donc aujourd'hui, on l'a invité à nous parler de l'activité physique dans le cadre de cette maladie spécifiquement. Et donc je ne vais pas en dire plus parce qu'il va vous expliquer ça dans un instant en direct de Toulouse. On espère qu'on n'aura pas trop de problèmes techniques. Ensuite, on a la chance d'avoir nouvellement arrivé à l'Institut Bordet le docteur Ingrid Tönnissen, qui est spécialisée en médecine intégrative et qui va nous parler de tout ce qu'on doit savoir en nutrition dans le cancer en général et dans la leucémie lymphoïde chronique en particulier. Ensuite, on fera une petite pause. On aura déjà entendu pas mal de choses. C'est l'occasion de se parler de manière plus informelle pendant la pause café. Et puis, on aura le docteur Aspasia Jurgala qui nous parlera des vaccinations. Vous savez que cette saison, la saison des vaccins grippe commence, mais il n'y a pas que le vaccin grippe. Et donc, elle nous fera un petit update de tout ce qu'on peut faire en termes de prévention des infections et de vaccination. C'est très important dans le cadre de cette maladie-là. Ensuite, on aura une petite session de questions-réponses. Et vous avez aussi reçu un questionnaire que vous pouvez remplir en ligne ou sur papier, puisque ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous avez besoin comme source d'information, quelles sont vos préférences, est-ce que vous aimez bien avoir une brochure en papier, un séminaire sur YouTube, des journées comme celle-ci. Donc tout ça, ça nous intéresse. Et donc on a créé un petit questionnaire pour essayer de répondre au mieux à vos besoins au fil du temps. Voilà. Et alors, bonjour, bienvenue, installez-vous, il n'y a pas de souci. On a aussi dans la salle Basile Stamatopoulos qui lève la main, qui n'a pas de présentation aujourd'hui, mais on vous l'avait déjà présenté l'année passée parce que c'est lui qui s'occupe du laboratoire de recherche sur la leucémie lymphoïde chronique dans l'hôpital. Et donc quand on vous demande de prendre des tubes supplémentaires dans votre prise de sang, c'est dans son laboratoire qu'ils aboutissent. Et donc voilà, si vous avez des questions à lui poser, tiens, qu'est-ce que vous faites avec mon sang, qu'est-ce que vous faites avec ma moelle, à la pause café, vous pourrez vous adresser à lui. Et évidemment, on vous remercie pour tous ces prélèvements qui nous permettent vraiment de faire des travaux originaux et c'est très important pour nous. Voilà, Loïc, je vais te laisser la parole. Je te laisse te présenter. J'ai dit un petit mot, mais n'hésite pas à en rajouter si tu le souhaites. Et puis, je vais essayer de te donner tes slides en temps énorme et n'hésite pas à me dire si ce n'est pas le bon moment. Merci beaucoup Virginie. Désolé encore une fois de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'avais quelques impératifs à Toulouse. On organise un gros congrès la semaine prochaine. Et en fait, quand Virginie m'a proposé à la réunion du Philo et l'LC à Paris de faire un topo, je me suis dit, tiens, on pourrait présenter des choses sur l'activité physique adaptée. Alors,
Moi, je suis toujours ravi d'aller me balader en Belgique. D'habitude, je connais très bien Basile. Et justement, je suis content qu'il soit là. Ça me permet de faire un petit mot parce qu'elle nous a quittés cette année, à Laurence Lagneau, qui était une très grande chercheuse qui travaillait à Bruxelles, qui était une femme exceptionnelle. Vraiment, elle était très forte scientifiquement, humainement. Elle était vraiment géniale. Et elle nous a fait apprendre énormément de choses sur le micro-environnement de cette maladie et des choses qui nous ont... Ces papiers remontent au XXe siècle, mais c'est des choses qu'on utilise maintenant encore dans le traitement ciblé des patients. Donc voilà, donc ça me fait toujours plaisir d'aller en Belgique, d'autant que vous l'avez compris, à mon patronyme quelque peu flamand, mes ancêtres ont immigré en France il y a 5 générations, juste à temps pour gagner la Coupe du Monde de football. Alors, une petite pique que je fais à chaque fois. Je souhaite vous montrer des slides d'une collègue qui s'appelle Lydia Delrieux, qui est biostatisticienne et qui a travaillé beaucoup sur l'activité physique adaptée chez des patientes atteintes de cancer du sein quand elle était à Lyon, à l'Institut. Euh, Comment il s'appelle déjà cet institut à Lyon? Bref, Claude, oui, non. Bref, je ne sais plus comment il s'appelle. Bergonier, non, pas Bergonier, je ne sais plus. Bon, l'Institut de cancérologie de Lyon. Et en fait, Centre Léon Bérard, ça y est, j'ai trouvé. Et au Centre Léon Bérard, elle a travaillé sur les cancers du sang et maintenant, elle a monté sa start-up, Sanomove. C'est pour que les gens puissent trouver une activité adaptée proche de leur domicile. Et outre Sanomove, elle fait aussi maintenant de la recherche à l'Institut national du sport et de la performance à Paris, qui s'appelle l'INSEP. Donc voilà, c'est la première partie, ça va être vraiment ce qu'elle présente à chaque fois sur l'activité physique. Alors, next, s'il te plaît. Alors, les médecins, la leucémie lymphoïde chronique, on dit toujours, ah ben, il faut attendre que la maladie soit active pour traiter vraiment les patients. Mais dès l'annonce, en fait, on peut avoir plein d'autres activités qu'un traitement. Déjà, essayer de gérer l'angoisse dans des études américaines, ça peut mettre jusqu'à 2 ans à vraiment avoir, en échelle de qualité de vie, le niveau d'angoisse qui baisse. 2 ans, c'est très très long quand même. Ensuite, on est toujours là à lutter contre le risque infectieux, et vous allez avoir un topo d'ailleurs là-dessus. Et puis, on fait toujours beaucoup de dépistage aussi sur le risque de second cancer. La LLC, jouant sur le système immunitaire normal, ça rend un peu les patients plus sensibles à certaines maladies, notamment liées au tabac. Et puis, s'il y a bien un symptôme qui ressort des études patients, et ça, c'est les chiffres d'une étude française qui avait été faite sur quasiment 1000 patients atteints de LLC stade A. Le premier mot-clé qui ressort dans les symptômes, c'est fatigue, chez 80%. Et une fatigue un peu bizarre. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, pouf, j'ai un trou. Hop, ça va mieux, je vais bien, pouf. Voilà. Et en fait, les gens se disent, mais je ne sais pas à quoi sont dus ces espèces de sautes dans mon activité. Est-ce que c'est la préménopause? Est-ce que c'est l'âge? Alors que non, maintenant, on sait que c'est vraiment la LLC. Alors, la fatigue est toujours multifactorielle, hein. Elle peut être aussi liée à des gens qui ont le sommeil altéré, des petits troubles psychologiques suivantes. Mais grosso modo, on peut jouer sur plein de choses. Donc, en fait, la LLC stade A, qui n'est pas traitée parce qu'elle est active, on peut faire plein de choses pour améliorer la prise en charge. Les associations de patients, bah, vous êtes là, donc vous êtes déjà au courant, hein, ça aide à réduire l'angoisse. La vaccination, j'en parlerai pas beaucoup puisque vous allez avoir un topo dédié par Madame Tenissen. Ensuite, il faut toujours faire la lutte contre le tabac et l'alcoolisme si on peut, une meilleure nutrition, vous allez aussi avoir des topos, et puis le dépistage des autres cancers ne s'arrête pas, hein. On continue les mammographies, les frottis, etc., etc. Et puis, s'il y a bien quelque chose qui nous aide à lutter contre la perte de fonctionnalité physique, c'est bien l'activité physique adaptée. Je fais attention à bien dire activité physique de manière à ne pas dire sport. Parce que pour certains, le sport, c'est la meilleure des activités physiques, mais pour d'autres, c'est pas forcément la pratique sportive qu'il convient de faire. Suivante. En fait, je pense que les hématologues gagneraient à bâtir sur l'expérience des cancérologues. Et c'est vrai que les cancérologues, qui voient énormément de cancers du côlon, de prostate, de sein, etc., etc., ils connaissent très bien comment l'activité physique adaptée
peut en fait améliorer la fatigue, le déconditionnement physique, les troubles de la composition corporelle et même l'image qu'on a de son propre corps. Parfois, on se dit, je suis pas comme avant, donc je vais faire moins de marches, je vais moins sortir voir mes amis, je vais moins accompagner mon mari à la danse, etc., etc. Les gens se limitent spontanément du fait de leur diagnostic de cancer. Ça altère bien sûr la qualité de vie et on sait maintenant que on améliore énormément par l'activité physique beaucoup de paramètres immunitaires qui sont très importants pour le contrôle des cancers. Et on montre même dans certains cancers solides que les gens qui ont fait de l'activité physique ont une meilleure réponse lorsqu'on leur fait un traitement. Et en fait, la leucémie lymphoïde chronique, par leur très longue espérance de vie, hein, on peut vivre 30 ou 40 ans avec cette maladie, mais quand même le fait qu'on ait traité plusieurs fois, en fait, les patients avec une LLC devraient être depuis très longtemps évalués. Et comme je vous l'ai mis ici, il n'y a rien. Il n'y a aucune étude d'évaluation de la part de la leucémie lymphoïde chronique. Donc en fait, on est parti de pas grand-chose lorsqu'on a, avec le docteur Delrieux, réfléchi à l'étude Colibri que je vais vous présenter juste après. Suivante. Alors donc là, c'est la partie de Lydia. Et en fait, c'est fait sous forme de quiz, voilà, un peu pour interroger la salle. Finalement, quand on dit aux gens, bah voilà, on va vous parler d'activité physique, les gens disent, oh bah le sport, c'est pas pour moi, parce que j'ai mal aux genoux, parce que j'ai de l'arthrose, parce que je suis en surpoids, parce que moi, le sport, je n'ai pas fait depuis que j'ai 12 ans. Voilà. Donc en fait, est-ce qu'on peut être active sans être sportive? Alors, on va le voir, oui, de plein de façons. Suivante. En fait, il faut vraiment découpler sport et activité physique. Les sports sont une activité physique, mais tout ce que vous faites aussi, leur passage, la marche, promener le chien, aller faire des courses, c'est aussi tout ça, ça rentre dans l'activité physique. Ça peut être faire du vélo, monter des escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas rester collé dans le canapé. C'est le fait voilà, de regarder la télévision ou les séries Netflix. Tout ça, c'est pas bon lorsqu'on veut être vraiment dans les critères recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pour dire on est au-dessus d'un seuil de solidarité et on commence à pouvoir refaire de l'activité physique. Avec l'activité physique avec un bénéfice sur l'état de santé. Suivante. Donc en fait, quand on dit des fois, ah, mais est-ce qu'il faut faire des étirements? Est-ce qu'il faut faire de l'endurance? Est-ce qu'il faut faire de la muscu? Voilà, il y a des points positifs. Voilà. La muscu, c'est la santé des os, la lutte contre la fatigue, et puis aussi, ça améliore le métabolisme des graisses et du sucre. L'endurance, c'est pour plutôt brûler les calories, entretenir le cœur et les poumons, et puis aussi se vider la tête, hein. Les gens qui courent longtemps savent qu'ils débranchent un petit peu la boîte à cerveau, et ça fait du bien, hein, d'un point de vue de l'anxiété. Et puis au niveau des étirements, là, c'est plus pour des femmes qui se font opérer d'un cancer du sein et qui ont parfois des cicatrices vilaines ou des gros bras, hein, des lymphœdèmes post-opératoires. Là, c'est très important. Alors, parfois, il y a des gens qui... Le simple écart, bah, faire juste ça, ça permet d'améliorer énormément l'aspect des cicatrices. Donc, nous, on a peu de cicatrices hein, en LLC, on est d'accord, et éventuellement ceux qui ont un pack, mais bon, on n'a pas... Les étirements, c'est plus pour les gens qui ont eu de la chirurgie et ou de la radiothérapie. Suivante. Alors, est-ce qu'il y a une activité idéale? Alors, suivante. L'idée, c'est plaisir. Voilà. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de plaisir, il n'y aura pas la régularité. Donc en fait, au départ, il faut vraiment se motiver. Ensuite, il faut essayer de faire des petits gestes du quotidien. Et ce petit geste-là, d'étirer les épaules, c'est un petit geste que le docteur Delrieux cite souvent en exemple. Je dirais que c'est un truc tout bête à faire pour la posture dorsale, etc. Et puis, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit aussi compatible avec votre activité de famille, si vous gardez les petits-enfants, etc., etc. Et parfois, ça peut être même une activité avec les petits-enfants. Que ce soit le vélo, mais ça peut être faire du foot, jouer au tennis, etc., etc. Donc, l'idéal, c'est régulièrement. Ensuite, suivante, pardon. On va voir à quoi ça correspond en termes d'intensité. Et en fait, voilà, est-ce que c'est possible de faire de l'intensité avec toutes les activités physiques? Alors, en fait, suivante, vous allez voir que le mot-clé là, c'est qu'est-ce qui vous essouffle? En fait, est-ce que vous êtes capable de parler et de répondre aux questions pendant que vous faites votre activité physique? Bon, voilà. Donc, quand on est assis au cocher ou on est sédentaire, activité légère, c'est par exemple jouer d'un instrument
ou bien faire de la cuisine, ou faire son repassage. Ensuite, il y a toutes les activités modérées où la respiration est rapide et il vous est possible de parler. Bon, par exemple, jouer au ping-pong, arroser son jardin, par exemple. Et puis, il y a l'activité physique rigoureuse, où là, pour le coup, c'est ce qu'on voit plus dans le sport. Voilà, la pratique du vélo, la natation, la course, les sports de combat, etc. Donc, il y a en fait, l'OMS recommande un certain temps d'activité vigoureuse par jour ou modérée ou intense. Et en fait, ces recommandations OMS, elles sont en train de changer progressivement parce qu'on se rend compte de plus en plus que même des activités minimes, si elles sont faites vraiment régulièrement, ça permet d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie. Alors, parfois, on reçoit beaucoup d'injonctions. Attention, faites pas ci, faites pas ça. Vous avez une LLC, vous avez un risque infectieux, n'allez pas jouer, faire un sport collectif. En fait, non, faut pas être. Je pense que ce qu'il faut, c'était de revenir à un état de vie, à un rythme de vie le plus normal possible. Et finalement, il n'y a pas vraiment, à part des gens qui sont vraiment extrêmement anémiés, par exemple, ou bien des gens qui sont cardiaques au dernier degré, il n'y a pas beaucoup de contre-indications à l'activité physique adaptée. Parce que le A de adapter rappelle que on doit s'adapter bien sûr à votre état à vous. Il faut savoir qu'en France, il y a eu des études qui ont démontré que l'activité physique améliorait la survie des cancers du sein et il y avait dedans des dames 80 ans avec des métastases osseuses, hein. Donc en fait, on se dit parfois que c'est difficile l'activité physique, mais non. Il y a vraiment très peu de vraies contre-indications. Suivante. Donc, voilà un petit peu les recommandations de l'OMS dont je vous parlais, hein. Voilà, grosso modo, on dit que si on veut être vraiment très bien, il faudrait être 45 minutes 3 fois par semaine. Ça, c'est l'activité d'un homme de 50 ans pour qu'il soit pas trop mal et qu'il n'ait pas trop de bide. Donc, mesdames, vous pourrez rappeler ça à vos maris quand vous rentrerez à la maison. Et puis ensuite, on a les patients qui sont vraiment, eux, d'une activité sportive beaucoup plus régulière et qui dans la mesure du possible, on faut tout faire pour qu'ils puissent continuer à faire de l'aviron, à faire de la natation, que sais-je encore. Et ça, en termes de traitement, nous, on peut trouver maintenant des traitements qui permettent aux gens d'être, par exemple, un traitement par la bouche et de ne pas avoir d'injection intraveineuse, de ne pas avoir trop de baisse de globules blancs entre deux cycles de traitement, etc., etc. Donc, suivante. Voilà. Le souci, c'est que, bah, là, je vous montre les données françaises. L'Institut national du cancer suit des patients atteints de cancer. Alors, il y a eu ça s'appelle la vie avec un cancer. Il y a eu Vican 2 à 2 ans, et là, c'est Vican 5 à 5 ans. Et on regarde un petit peu l'activité physique des gens. Bah, vous voyez que quand on part du diagnostic à 2 ans et à 5 ans, il y a à peu près 15% des gens qui augmentent leur activité physique, et tout le reste, c'est soit stable, soit ça diminue. Donc en fait, encore une fois, lorsque en France, un cancérologue a commencé à dire il faut envoyer les malades avec un cancer au sport. La plupart des oncologues ont dit mais t'es fou, n'importe quoi, c'est plus mauvais que bon, pauvres gens, qu'ils se reposent. Bon, en fait, non, c'est des très mauvais messages ça. On sait maintenant que l'activité physique est vraiment meilleure pour la prise en charge des patients en qualité de vie, mais même en espérance de vie avec le traitement du cancer. Donc en fait, on a vraiment maintenant l'occasion de donner des messages très différents. Mais vous voyez que malheureusement, euh, alors, pas que du fait des patients eux-mêmes, hein, beaucoup de médecins ne sont pas pour, et voilà, c'est un mauvais message contre lequel il faut lutter. Suivant. Alors, quels sont les principaux bénéfices de cette activité physique? Next. Hop. À lutter contre l'inactivité. Et vous voyez un petit peu, ça c'est un article qui est paru dans le journal français il y a quelques années, il y a urgence à bouger parce que 95% des adultes ne font pas assez d'activité physique. Et donc en fait, l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, nous a dit attention, alors les ados c'est encore pire, mais les adultes aussi. Donc il faut vraiment se bouger. Et bon, voilà, vous voyez par exemple que si vous montez 4 étages, vous avez une bonne activité. Si vous prenez l'ascenseur, non. Et lorsqu'on regarde un petit peu le pourcentage de patients qui sont bien, bah, alors les femmes traitées pour un cancer du sein sont basses, mais même si on regarde des gens qui ne sont pas malades, 70% des femmes et 42% des hommes ne font pas assez de mouvement, ne font pas assez d'activité physique.
Et ça, j'allais dire, c'est des choses qu'on peut essayer de régler même lorsqu'on travaille. Donc vraiment, comment dire, les recommandations de l'agence, là, c'était de urgence à bouger, levez-vous du canapé. Suivante. On a trouvé ensuite cette histoire de nombre de pas. Alors, je ne sais pas si vous avez des montres connectées, mais maintenant, on a des montres connectées qui vous donnent votre activité physique, la qualité de votre sommeil, votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous faites par jour. Et vous voyez que dès qu'on dépasse 5000 pas par jour, on est faiblement actif. 7500, on est actif. Et plus de 10 000 pas par jour, c'est très actif. Donc, en fait, cette augmentation de l'activité physique pourrait réduire le nombre de décès par an de 10 à 17%. Donc ça fait énormément de décès qui sont évités par la pratique de l'activité physique. Parce qu'en fait, on est dans certains pays en plus face à une industrie agroalimentaire qui intoxique énormément les gens, beaucoup d'obésité. Voilà, donc c'est très difficile. En Europe, c'est un peu moins le cas qu'aux États-Unis, mais on est quand même très sujet à faire attention à ça. Alors, vous qui en plus vivez dans un pays de gaufres, de glace et de chocolat excellent, vous devez faire vraiment 10 000 pas par jour au minimum. Et cette idée, ça avait été lancé il y a 60 ans, juste avant les Jeux Olympiques à Tokyo. Et finalement, l'objectif, il y avait des objectifs un peu drastiques. Voilà. Il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, il suffit d'avoir au moins voilà, 2005 à 5000 et on est quand même pas trop mal chez des patients plus âgés, par exemple, pour contrôler la tension artérielle. Suivante. Alors, le point clé, c'est souvent la motivation. Suivant. Alors, la motivation, ce qui nous permet de nous rassurer, c'est qu'en fait, ça s'appelle le syndrome du paresseux, mais grosso modo, il faut savoir que c'est une, une fonction, c'est la faute à des gènes qui nous poussent à minimiser les efforts. Ça, c'est un truc que les humains ont. Voilà. Donc, en fait, c'est l'excuse que vous pouvez donner à votre époux ou à votre épouse si vous restez devant la télé à regarder des matchs de foot avec une bière et un paquet de chips, mais néanmoins, ce sont mes gènes ancestraux qui sont actifs. Néanmoins, si vous voulez vraiment améliorer votre état de santé, il faut lutter contre ça. Mais il faut savoir qu'il faut lutter contre ça. On est tous peu motivés de base, en général. Suivant. Donc finalement, voilà un petit peu ce que les spécialistes de l'activité physique recommandent pour lorsqu'on commence à mettre en place une activité physique. Déjà, un, c'est de dire, bah, je me rends compte que c'est vraiment bien pour ma santé. Ça, c'est déjà le premier point. Si on sait qu'on va avoir des bénéfices secondaires, ça va être super. Ensuite, faire le point sur ce qu'on est capable de faire. Trouver quelque chose qui vous plaise. Voilà, le plaisir, c'est clé. Si on veut que ça dure longtemps, il faut que ça vous plaise vraiment. Ensuite, il faut planifier vos activités de manière à ce que vous puissiez aller bosser, aller vous faire traiter, aller vous occuper des petits-enfants sans que ça vous gêne de votre activité physique. Et puis, l'autre truc, c'est de commencer en groupe. Il y a vraiment un effet de stimulation les uns avec les autres qui est très fort. Certains professionnels de l'activité physique, kinés, médecins du sport, proposent des séances au départ, notamment, c'est beaucoup autour des sports de combat, apparemment, la boxe, le karaté, des choses qui sont comment dire, assez sympas à pratiquer parce que souvent les gens n'en ont jamais fait de leur vie et ils se rendent compte que finalement ils arrivent à faire des choses dont ils se croyaient incapables. Et puis après, bah, selon vos goûts, la nature, être dans l'eau, voilà, vous pouvez choisir. Et puis l'idée c'est de se dire, voilà, le rendre finalement cette activité physique non négociable et de manière à pouvoir éventuellement même emmener vos amis avec vous. L'idée, c'est de tenir bon quelques semaines. On va voir que les études, on peut déjà voir des bénéfices après un mois, après 4 mois, on voit déjà des choses. Donc, du coup, c'est sympa de le faire. Il y a eu une étude publiée récemment chez des malades greffés de moelle en hématologie où on tirait au sort une activité physique pendant l'hospitalisation et ça améliore l'espérance de vie des malades. Donc, en fait, même à des moments où on pense que c'est vraiment pas le moment de faire de l'activité physique, ça aide. Suivant. Alors, hop, on en a parlé un tout petit peu, c'est les contre-indications. Suivant. Bah, je vous l'ai dit, il y a très très peu. Et grosso modo, en LLC et en hémato en général, c'est uniquement bah, les gens qui sont très anémiés ou très malades du cœur. Il y a eu des études, hop, pardon. Il y a eu des études sur les myélomes et les lymphomes. Et en fait, les myélomes qui sont à risque, on se dit, de fracture, peuvent tout à fait bénéficier de l'activité physique.
Suivante. Donc là, la slide suivante, c'est en fait toutes les recommandations que vous pouvez aller voir. Alors ça, c'est les données en France, hein. Les données de l'INSERM, comment dire, l'Institut national du cancer, l'AFSOS, l'Association française des soins oncologiques de support, qui est vous pouvez afsos.org, c'est une mine d'informations sur tout. Voilà, la nutrition, je sais pas moi, la sophrologie, qu'est-ce qu'une vraie sophrologie, etc., etc. Donc afsos.org, moi c'est vraiment un truc que je vous conseille d'aller consulter. Suivante. Alors là c'est la partie, on va dire, plus leucémie lymphoïde chronique. Maintenant que vous avez un peu le background de l'activité physique. Alors, comme vous le savez, hein, les inhibiteurs de Bruton-tyrosine kinase covalents, comme l'ibrutinib, ils sont utilisés en traitement de première ligne et de rechute, et ils ont complètement remplacé la chimiothérapie, parce que ça fait mieux en survie sans progression, ça fait mieux en survie globale. Il y a une dégradation de la qualité de vie qui a été quand même associée à ces médicaments, et on s'est dit peut-être que améliorer la fatigue, qu'on voit souvent sous inhibiteurs de BTK, un peu moins avec le vénétoclax quand même. Il y a un effet classe. Les IBTK donnent de la fatigue, je trouve. C'est, même les BTK dégradeurs, dans les nouvelles études, c'est 37% de fatigue. Donc c'est vraiment pas zéro. Et on veut améliorer la qualité de vie liée à la santé. Cette étude, elle est venue aussi du fait que quand on avait cherché la littérature, on n'avait rien trouvé qui nous permette de dire je vais évaluer l'impact de l'activité physique sur les LLC, stade 2A ou traités. Donc du coup, on s'est dit bah, il y a une lacune à combler et avec le docteur Delrieux et le laboratoire Janssen qui vend l'ibrutinib, on s'est dit qu'on allait peut-être faire une étude multicentrique en France de manière à évaluer l'impact de l'activité physique sur la qualité de vie, la fatigue, et puis après, évidemment, l'efficacité du médicament, la toxicité du médicament, etc. Suivant. Alors là, vous avez... Ah, parfait. Là, c'est parfait. Alors, là, vous avez une petite vidéo. Cette petite vidéo explicative était à destination des patients pour expliquer le protocole. Ça dure un tout petit peu moins de 5 minutes, et après, je reprends la main. Merci, Virginie. L'étude Colibri a pour objectif de démontrer les effets d'une pratique régulière d'activité physique adaptée sur votre santé et votre bien-être. En effet, de nombreuses études ont démontré les bienfaits de l'activité physique adaptée chez les patients atteints de cancer ou de maladies chroniques. Une réduction de la fatigue, une meilleure condition physique et plus globalement, une meilleure qualité de vie et un bien-être général. Mais aucune étude n'a été spécifiquement réalisée auprès des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou LLC. Mais alors, qu'est-ce que l'activité physique adaptée, également appelée APA? Quel que soit votre état de forme, les professionnels de l'APA sont là pour vous accompagner en veillant à votre sécurité et à votre plaisir. Pas d'inquiétude, pas besoin d'être un grand sportif pour être actif au quotidien. Vous pouvez bouger dans le cadre de vos loisirs, des déplacements, au travail ou lors des tâches ménagères. Mais revenons à l'étude Colibri. Janssen met en place l'étude Colibri pour mesurer l'impact d'un programme d'APA développé par son partenaire Stimulab sur la qualité de vie des patients atteints de LLC et traités par ibrutinib. Cette étude se déroule sur 12 mois. Vous devrez vous rendre à votre centre pour voir votre équipe soignante à 3, 6 et 12 mois. Lors de votre inclusion dans l'étude, nous vous remettrons une montre connectée pour mesurer votre nombre de pas ainsi que la qualité de votre sommeil. Les montres connectées vous seront remises avec un boîtier permettant de synchroniser les données automatiquement. Vous aurez également accès à une plateforme tout au long de l'étude pour répondre à des questionnaires. 2 prises en charge seront proposées dans l'étude. Après tirage au sort, les patients seront répartis en 2 groupes, le groupe témoin et le groupe APA. Si vous êtes dans le groupe témoin, vous recevrez uniquement des recommandations en activité physique ainsi qu'une montre connectée à portée 24 heures sur 24 pendant les 12 mois de l'étude et un accès à une plateforme pour répondre à des questionnaires. L'accès à cette plateforme pourra se faire aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou téléphone portable. Aucune autre intervention ne vous sera demandée. Si vous êtes dans le groupe APA, vous recevrez des recommandations en activité physique ainsi qu'une montre connectée à portée 24 heures sur 24 pendant les 12 mois d'études.
Vous aurez également accès à une plateforme pour suivre un programme d'activité physique et répondre à des questionnaires. L'accès à cette plateforme pourra se faire aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou téléphone portable. Le programme d'activité physique adapté se déroule sur 6 mois, de façon progressive et encadré par un enseignant ou une enseignante en APA qui apprendra à vous connaître. Durant les 15 premiers jours, nous vous demanderons de porter la montre connectée 24 heures sur 24 et de réaliser vos activités quotidiennes sans modifier vos habitudes. Aucune recommandation ne sera donnée. Ainsi, votre enseignant en APA connaîtra votre niveau initial et adaptera ensuite vos objectifs de façon personnalisée. Suite à ces 15 jours et pendant 4 mois, vos objectifs seront régulièrement réévalués avec votre enseignant en APA. L'enseignant en APA vous apprendra à adapter vos objectifs en fonction de votre état de forme. Ensuite, durant les 2 derniers mois, vous pourrez vous-même établir vos propres objectifs. Durant les 4 premiers mois, l'enseignant en APA va définir avec vous lors des rendez-vous mensuels des objectifs de nombre de pas et personnaliser votre programme en vous transmettant 2 sessions vidéo d'APA à faire par semaine, adaptées à vos capacités. La phase 2 a pour objectif de vous laisser pratiquer en autonomie avec un maintien des rendez-vous de suivi mensuel avec votre enseignant en APA et un accès à la plateforme contenant notamment les vidéos déjà pratiquées. La plateforme Stimulab vous accompagne tout au long du programme. Elle vous permet notamment de suivre le nombre de pas réalisés chaque jour, de visionner vos séances d'APA personnalisées par votre enseignant ou encore d'échanger avec votre enseignant en APA à tout moment via un module de messagerie sécurisé. Des documents conseils seront disponibles sur la plateforme sur différentes thématiques: nutrition, activité physique, fatigue, vie personnelle ou encore vie quotidienne. Enfin, la plateforme vous permettra de remplir vos questionnaires. Des questions sur l'étude Colibri? Parlez-en à votre hématologue. Merci. Est-ce que je vais être là? Hop. Tac. Donc, dans cette étude, on s'intéresse à des patients qui ont besoin d'un traitement. Ce n'est pas des LLC en surveillance. Et le traitement reçu, ça peut être soit de l'ibrutinib en monothérapie, soit ibrutinib plus venetoclax pendant 15 mois pour les patients en première ligne, ou bien alors, si le patient est en rechute, on ne peut pas faire I plus V en rechute, mais on peut faire ibrutinib en rechute. Donc voilà, il y a des patients en rechute qui ont été inclus dans le protocole s'ils recevaient de l'ibrutinib. Euh, on n'a pas utilisé, on nous pose souvent la question de savoir si on a mis des patients qui sont sous acalabrutinib ou zanubrutinib, et là non, on ne l'a pas mis. Alors l'idée, c'est de regarder un petit peu l'activité physique, le nombre de pas des patients grâce au port d'une montre connectée, et puis dans le bras, ça c'est le bras standard. Et puis le bras expérimental, c'est on regarde l'impact de séances d'activité physique drivées par un enseignant. Alors vous l'avez compris dans la vidéo, hein, l'idée c'est d'être stimulé aussi par l'enseignant, de ne pas faire trop de cours, parce que les gens ne sont peut-être pas habitués, mais au moins que les gens se rendent compte que leur activité physique est monitorée, et donc ce serait peut-être bien qu'ils se motivent à faire des activités et on les aide à se motiver. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'initier un petit peu chez les gens cette envie de faire de l'activité physique. Et c'est en ça qu'au départ, on demande vraiment aux gens de se connecter régulièrement sur la plateforme. Les gens qui n'ont pas l'activité physique adaptée, ils peuvent continuer à faire leur sport habituel, hein, leur vélo, leur course, etc., etc. Et on leur demande d'aller sur la plateforme uniquement pour avoir les questionnaires de qualité de vie, de fatigue, et puis on leur demande aussi si, s'ils tolèrent bien le port de la montre connectée 24 heures sur 24. Parfois, les gens sont habitués à avoir bien sûr leur montre, hein, en permanence, donc là, ça fait un boîtier en plus. Donc comme c'est une jolie montre, certains enlèvent leur ancienne montre et mettent la nouvelle. Parce qu'elle est jolie, ou bien ils en portent deux. Voilà. Et j'ai un patient qui a refusé l'étude parce qu'en fait, il m'a dit non, non, moi je ne porterai pas votre montre moche. Et il avait une Rolex. Donc voilà, je dis ah bon, en effet, si vous avez une Rolex, je comprends que vous ne vouliez pas rentrer dans une étude où on met une montre connectée. Bon, bref, je n'ai pas plus
de choses à dire. Alors, le programme commence. On fait pardon, ouais, voilà. Oh non, reviens, tu peux revenir en arrière, pardon, excuse-moi, Virginie. Je voulais montrer un truc. Voilà. En fait, la montre, c'est vraiment le sommeil. Je vous dis ça, c'est parce que une des premières patientes que j'ai inclus, elle avait un syndrome d'apnée du sommeil. Elle n'a jamais diagnostiqué. Donc parfois, la cause de la fatigue, c'est une maladie qu'on n'avait juste pas diagnostiquée, quoi. Donc c'est vraiment puissant, hein, comme petit outil. Voilà, tu peux aller à la suivante. Hop. Alors, l'idée, c'est les patients sont répartis donc au hasard, hein. Un patient dans le bras contrôle, où il n'y a pas l'activité physique, et un patient dans le bras activité physique. L'idée, c'est qu'ils viennent nous voir en consultation en hémato comme d'habitude, hein, tous les 3 mois. On leur demande de suivre les activités 2 fois par semaine. Chez certains patients, c'est même 3 fois par semaine. Ça dépend un peu de leur niveau basal d'activité. Mais en fait, les 29 premiers patients qu'on a inclus dans l'étude, ils avaient quand même tous un assez bon niveau d'activité sur le nombre de pas en basal. Donc, en fait, on n'a pas eu de patients qui étaient particulièrement fatigués, particulièrement avec une faible activité physique au début de l'étude. Donc, hop, suivante. Et voilà un peu la chronologie, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. On commence, lorsque le médecin prescrit le traitement, on évalue un test qui est le test de marche pendant 6 minutes. Ça fait un nombre de mètres en 6 minutes. Et de ça, on peut en déduire un nombre de pas par jour. Ensuite, on donne la montre. Pendant 15 jours, on évalue le nombre de pas du patient et on compare le nombre de pas du patient chez lui pendant 15 jours avec le test fait le jour de la première consultation chez l'hématologue, donc le test de marche sur 6 minutes. Donc le test de marche sur 6 minutes et ce que j'ai vraiment marché sur 15 jours, ça permet de dire, ah ok, voilà vos objectifs, vu votre niveau de base, voilà les objectifs que vous avez en activité physique de manière à pas, évidemment, pour demander à quelqu'un, les super actifs, on peut leur demander plus, les moins actifs, il faut y aller doucement, quoi. Et on va réévaluer les objectifs de marche très régulièrement, à peu près tous les mois, là, entre 1 et 4 mois. Et puis les mois 5 et 6, l'activité est laissée libre. Donc c'est aussi un moyen de voir si, lorsque le patient est laissé libre, il continue à être motivé par l'activité physique, ou bien il se dit, oh, bon, non, non, finalement, ça va mieux, j'en ai marre. Voilà. Donc ça, c'était une façon aussi de mesurer la longueur de l'investissement des patients. Alors, en échelle, vous avez, comment dire, les différentes échelles de qualité de vie. Alors, il y a une échelle EORTC de la qualité de vie liée au cancer, une autre, la qualité du sommeil, une autre étude qui est vraiment sur la fatigue, une qui est spécifiquement liée qui est faite pour évaluer l'anxiété et la dépression. Et il y a une étude qui s'appelle EMAPS et qui est vraiment une échelle de motivation à l'activité physique pour améliorer sa santé. Et en fait, il y a aussi un questionnaire de satisfaction. Est-ce que je suis content de ça ou pas? Et le questionnaire de satisfaction a été rempli par les docteurs et par les patients. Suivant. Alors, comment dire, les données de l'étude, je vous ai dit, on a mis pour l'instant que 29 patients parce qu'on voulait faire d'abord une étude de faisabilité. Je vous l'ai dit, il y avait rien dans la littérature, hein, sur la leucémie lymphoïde chronique, donc on ne savait pas si les gens seraient contents, on ne savait même pas si les médecins seraient contents. Donc du coup, on s'est dit, bon, essayons peut-être de faire d'abord 29 ou 30 malades, et puis si au bout de 29 ou 30 malades, les premiers retours qu'on a sont positifs, on continue et on inclut 150 malades dans la deuxième phase, l'étude devant inclure 180 malades en tout. Voilà. Mais on a voulu quand même regarder après 30 patients si c'était bien de faire de l'activité physique. Voilà. Alors, voici un petit peu les caractéristiques des 29 premiers patients. Donc, le bras SOC, ça veut dire le standard of care, le bras, c'est-à-dire sans activité physique, et puis le bras physical activity, activité physique. Alors, vous voyez déjà que les patients, ils ont eu à peu près moitié-moitié de l'ibrutinib ou ibrutinib plus venetoclax. Ils ont eu aussi un test, lorsqu'on mesure leur activité physique
de base, ils n'avaient aucune limitation ou une limitation minimale. Et puis, il y a quand même pas mal de surpoids, voire même d'obèses. On est à 50% de surpoids plus obésité. C'est un point qui est peut-être lié aussi à l'âge moyen des patients, hein, 67 ans et 68 ans. Voilà. Donc, voilà, ça veut dire que, oui, hein. Alors, ces données-là, pardon, elles sont dans, je vous l'ai pas dit, je crois que c'est 6 centres en France, ça. C'est pas que à Toulouse, hein. Suivante. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu si ça améliore la fatigue et qu'on regarde au départ dans le bras sans activité physique et avec activité physique, à 4,5 mois, bon, c'est à peu près pareil, on ne voit pas d'amélioration de la fatigue. Ça s'améliore peut-être un tout petit peu avec l'activité physique, mais on ne va pas dire que on est tombé sur comment dire, on n'a pas vu dès le départ une énorme différence qui peut-être nous aurait fait dire, ah ben, c'est peut-être pas la peine d'inclure 150 malades de plus. Sur les 30 premiers, on voit déjà que c'est bien mieux de faire de l'activité physique. Suivante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le critère d'évaluation primaire de l'étude. C'est pour ça qu'on le montre toujours, les docteurs le montrent toujours ça en premier. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant pour les patients, je trouve presque, c'est les données que je vais vous montrer là. Finalement, est-ce que les gens ont joué le jeu et est-ce que les médecins ont joué le jeu? Et en fait, vous voyez que l'adhésion ici, je vous ai montré l'adhésion à la montre, le tracker d'activité, c'est les patients qui n'ont pas d'APA, ils ont moins l'envie de porter la montre, alors que ceux qui ont l'activité physique mesurée, ils la portent tout le temps et même jour et nuit. Ce qui veut dire même sous la douche, hein. C'est quand même un truc. J'étais très 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 surpris, mais en tout cas, lorsque le patient est dans le programme activité physique, il porte la montre parce qu'il se dit, ah, voilà, il se motive beaucoup plus que s'il n'a pas l'activité physique. Ensuite, est-ce que les gens qui ont l'activité physique, ça continue dans le temps? En fait, on voit que au départ, ils le font très bien. Après, euh, on commence à avoir un peu de mou de la motivation à partir de 3 mois et demi. Vous voyez, on passe à 61%, alors qu'on était à 92% à 1,5 mois. Alors certains disent, bah, j'ai des patients qui m'ont dit, bah voilà, moi je suis un grand sportif, j'en ai un notamment qui est médecin généraliste, il fait beaucoup de vélo, et il vit dans les Pyrénées, donc il fait les cols, vous voyez, les Pyrénéens, là, en vélo, et c'est vrai qu'il m'a dit, bah, j'ai fait l'activité physique au départ, mais c'est vrai que, bon, c'est trop mou pour moi, il me faut mon vélo dans les Pyrénées, en altitude. Donc certains patients qui trouvent presque l'activité physique qu'on leur propose trop molle, bah, on leur dit, bah, c'est pas grave, revenez à votre activité physique maximale. Mais ce médecin généraliste, il commençait quand même avec une anémie, et lui, il était au fond du gouffre avant le début du traitement, et il s'en est pas rendu compte, mais en 1 mois et demi, 2 mois, il avait récupéré une forme physique telle qu'il pouvait faire du vélo dans les Pyrénées. Ce qui veut dire quand même une LLC bien contrôlée, petit 1, et une anémie qui allait vachement mieux. Et les quelques semaines, les 2 mois et quelques d'activité physique qu'il a faites, lui ont permis de revenir à une partie du sport comme il la faisait avant. Donc c'est vraiment une démonstration que ça marche très bien. Suivante. Ensuite, on a là, on a les avis des patients sur l'activité. Voilà, ça, c'est les avis. Alors, est-ce que vous trouvez que ça vous trouve mieux? Alors, on va dire, oui, en rose clair, c'est totalement. En rose, comment dire, en rouge, c'est pas du tout. Voilà. Donc, en fait, il y a à peu près 75% des gens qui disent qu'ils ont un peu moins, qu'ils ont moins de fatigue, ce qu'on cherche quand même à avoir. La réduction de l'essoufflement, c'est 75% aussi. Amélioration de la force musculaire, un peu moins. C'est 60%. Et puis, est-ce que vous avez augmentation de votre activité physique depuis le début, quand vous faites l'activité? En fait, oui, chez vous voyez, 37,5 plus 25, donc on est à 60% des gens qui améliorent encore, qui ont augmenté leur activité physique depuis qu'on leur propose ce type d'approche. Alors, vous l'avez vu sur la petite vidéo, hein, la boîte s'appelle Stimulab, elle est basée à Vannes, en Bretagne. En fait, ils ont fait des vidéos avec justement des gens un peu âgés, hein, pas des jeunes en short, plutôt des gens un peu âgés. Et en fait, ils font des activités physiques avec des fois juste voilà, ce que vous pouvez faire avec une bouteille d'eau chez vous, sans appareil de musculation, sans poids, sans rien. Donc les vidéos sont vraiment super bien faites. Et l'adhésion au remplissage des fiches, on avait un peu peur de ça. Nous, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on fait une étude,
les patients, si les médecins ne stimulent pas tout le temps les gens à rendre les échelles de qualité de vie, on ne les a pas. Et là, justement, les gens étaient chez eux et comme ils utilisaient la plateforme, en fait, on a pu récupérer quand même pas mal de données de ce qu'on appelle les PRO, les Patient Reported Outcomes. Et ces PRO-là vont nous permettre justement de mesurer l'impact très fin de l'activité physique. Peut-être que ça ne jouera pas à la fin sur la fatigue, mais que ça va jouer vraiment beaucoup plus sur la diminution des douleurs musculaires, etc., etc. Donc en fait, on va avoir sur le moral, la motivation, etc. Donc on a vraiment plein d'informations qui vont sortir de cette étude. Et vraiment, alors, vous n'avez pas l'habitude, mais avoir un taux de complétion des échelles de qualité de vie aussi haut, c'est rarissime. Donc en fait, ça montre que, voilà, entre le suivi des vidéos, le port de la montre et le remplissage des échelles, les patients ont vraiment joué le jeu avec les 30 premiers patients. Ça, on peut le dire. Alors, les- pour conclure, voilà, je vous ai mis ici ce qu'on pense être sympathique et ce qu'on pense être un tout petit peu négatif. C'est qu'en fait, il y a un fort engagement des patients, comme je viens de vous le dire. Et je pense que à partir du moment où le patient sent que l'équipe médicale est derrière lui et qu'il le fait vraiment pour lui, pour aller mieux, il y a une motivation à l'activité physique bien meilleure. Euh, les patients qui ont été tirés dans le bras à activité physique, ils ont vraiment un taux élevé de suivi du programme. Donc vraiment, on est content de ce point de vue-là. Après, il y a des petits points négatifs, c'est que la rétention de l'activité physique a diminué un tout petit peu au fil du temps, après 2 mois et demi, 3 mois et demi, là, comme je vous ai montré sur les courbes tout à l'heure. Donc il faut peut-être qu'on travaille sur une approche où on va restimuler les patients après les 3 premiers mois. Voilà. Au départ, on n'y pensait pas à ça. On s'était dit, bah, on va leur proposer 4 mois de programme et s'ils en sont contents, est-ce que vous continuez 2 mois de plus? Mais en fait, à 3 mois, comme il y a un petit peu de mou dans la corde à nœud, comme on dit, sur la motivation, hop, c'est aussi le moment où les gens se sentent mieux. Hein, ils prennent le Librotinib depuis 3 mois. Donc, en fait, leur LLC a vraiment bien récupéré. Et donc, ils se disent aussi, est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer l'activité physique? Et donc, il va falloir qu'on travaille à ça. Et donc, l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'étendre, hein, cette étude. C'est vraiment de l'étendre à plusieurs autres centres en France. Et donc, les données que je viens de vous montrer ont été montrées en poster à un congrès qui s'est tenu il y a un mois à Cracovie, en Pologne, qui est le congrès international de la leucémie lymphoïde chronique, et qui se fait tous les 2 ans. Et en fait, suite aux résultats qui ont été montrés, là, on a demandé aux autorités françaises l'autorisation sur la base de la faisabilité de continuer l'étude et on a fait un calcul effectif un peu différent de manière à ne pas inclure 300 malades, mais 150 malades de plus. Et comme ça, on aura des réponses beaucoup plus vite. Et donc, voilà, le ministère nous a accordé l'autorisation de poursuivre l'étude. C'était avant-hier. Donc, on était content d'avoir le feu vert du ministère. Et donc, du coup, on fait le, on lance la phase 2 de Colibri dans quelques jours, là, avec donc 150 patients à inclure. Et là, pour le coup, non plus 6 centres, mais 30 en France. Et on a essayé de mélanger nord de la France, sud de la France, est, ouest, centre privé, centre public, clinique privée même. Donc du coup, on essaie d'avoir un peu des centres qui reflètent l'activité du pays. Voilà. Pas avoir que des gens en super forme qui habitent sur la Côte d'Azur. Voilà, c'était donc ma dernière diapositive. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez quelques questions, je serais ravi d'y répondre. D'essayer d'y répondre, en tout cas. Merci beaucoup Loïc. On a une séance de questions-réponses à la fin de la journée, mais je propose que si vous avez des questions vraiment relatives à cette exposition, vous les posiez maintenant. Comme ça, on pourra libérer Loïc qui a plein d'autres choses encore à faire de cet après-midi. Donc, est-ce que l'un d'entre vous a une question? Je vous raconte ma vie, il y a la RCP lymphome en ce moment. Donc, j'y vais après.
Est-ce que quelqu'un a une question spécifique sur cette partie importante, hein, finalement? Est-ce que c'est faisable en Belgique, docteur Deville? L'étude? Bien sûr. Oui, nous, il n'y aurait pas de problème pour faire cette étude. C'est vrai qu'on ne donne plus beaucoup d'ibrutinib monothérapie en première ligne, mais à part ça, Non, les gens, maintenant, ils mettent I plus 2V maintenant. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai une question sur la fatigue, parce que je suis paysagiste. Donc, pour moi, Il faut vraiment que vous mettiez le micro. Ouais. Comme ça? Ah, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, donc je suis tout le temps Dehors, en activité paysagiste. parce que je suis entrepreneur paysagiste. J'ai une leucémie. Et donc, moi, on m'a toujours dit, voilà, parce que dès le départ, avant que ma maladie se déclare, j'avais des coups de fatigue. Et il se fait aussi que on a trouvé, maintenant j'ai une CPAP, donc ça va mieux. Mais je pense que, mais ça c'est intuitivement, que ma maladie, quand même, avant qu'elle se déclare, j'avais pour moi, la fatigue était aussi provoquée par la leucémie sous-jacente. Donc, après, moi, les hématologues m'ont dit non, que quand on a une leucémie, ce type de leucémie, il n'y avait pas normalement, ce n'était pas lié à la fatigue, sauf peut-être avec l'Imbruvica. Donc voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Alors, est-ce que l'hématologue qui vous a dit ça est dans cette salle? Non, Loïc. Ah, Vas-y. non, mais, les médecins se couvrent toujours les uns les autres, vous le savez bien. Alors, la fatigue que vous décrivez, mais je vous l'ai dit au début du topo, je vais bien, j'ai un énorme trou d'air. Je vais bien, j'ai un énorme trou d'air. Ça, c'est typique de la LLC. On ne sait pas pourquoi elle est comme ça, mais c'est typique de la LLC. Il y a 2 lymphomes en hématologie qui fatiguent de façon incroyablement forte, et on ne sait pas pourquoi, pas trop. C'est la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Hodgkin. Les jeunes de 20 ans qui ont des Hodgkin, parfois, ils nous disent, mais je ne peux même pas monter sur un vélo et aller à la faculté, tellement je suis fatigué, éreinté. Et vous sentez que c'est une fatigue qui n'est pas comme d'habitude. C'est pas comme quand vous avez gardé les petits, c'est pas comme quand vous avez fait une soirée au foot. C'est vraiment une fatigue éreintante, exténuante, presque physique, quoi. Et en fait, ça, c'est typique de la LLC. Hein. Alors là, l'étude dont je vous parlais là, c'était une étude qui était faite par l'association des patients français atteints de LLC. 80% des patients, stade A, hein, comme vous, pas traités donc, hein, ont ce type de symptômes. Alors il faut savoir, donc vous avez raison, en fait, c'était vraiment la LLC, oui, c'est sûr. 80% des gens l'ont. Donc vraiment, c'est un truc archi classique. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'hématologues qui sont très forts sur le traitement et qui sont moins connaisseurs des phases, vous voyez, qualité de vie, fatigue, les petits moyens à côté. On a fait une étude, hein, 80% des patients qui viennent nous voir au centre de cancérologie de Toulouse vont voir des spécialistes du cancer, mais prennent aussi, ils osent le dire, mais ils prennent aussi plein de petits trucs pas du tout de la médecine traditionnelle, quoi. Parfois c'est la sophro, parfois c'est des tisanes, des plantes, des trucs. Il y a un besoin, quand on a un cancer, souvent, d'avoir aussi une reprise en main sur son corps et que le traitement des médecins peut permettre, mais que parfois les gens se disent, mais je veux changer mon rythme de vie, maintenant que j'ai ça, je veux faire un truc qui me permette d'aller mieux. Voilà. Donc je pense que c'est l'angoisse générée par ça, mais il y a plein de gens qui prennent de la médecine non classique, mais c'est pas grave. Si les gens sont, moi ce que je dis aux gens, c'est prenez ce que vous voulez du moment que c'est pas cher. Voilà, n'achetez pas des pots de gelée royale à 500 € sur internet, ça c'est vraiment de l'arnaque. Par contre, j'avais un patient qui prenait des herbes d'un lac de l'Oregon. Bon, je connaissais pas. Donc du coup, voilà, je me suis dit tiens, j'ai découvert un truc. Mais bon.
voilà, la fatigue exténuante que vous avez décrite, c'est exactement la fatigue de LLC, hein. Franchement, c'est typique, mais D'accord. alors c'est typique. Et On peut dire un petit mot, juste, je vous laisse évidemment poser la question après, mais sur le fait qu'il y a quand même des études qui ont essayé de voir si on pouvait traiter plutôt la leucémie lymphoïde chronique avec des médicaments classiques de la leucémie lymphoïde chronique. Et là, par contre, ça n'a pas l'air vraiment efficace. Donc, c'est pas que la leucémie soit un problème, mais on peut peut-être dire un petit mot sur ce qu'on sait de ces essais-là qui sont pas toujours. On n'a pas encore réussi à trouver le timing idéal, on va dire. Bah, en fait, je pense que lorsque les patients ont une LLC stade 2A, quand nous, on veut améliorer, en fait, qu'est-ce qu'on veut améliorer, stade 2A? On veut éviter que le malade progresse vers un stade B ou C. On veut éviter que le malade s'infecte. On veut éviter que le malade développe d'autres cancers parce que la LLC favorise le développement d'autres cancers. Et ben, en fait, quand on veut faire ça avec un médicament, c'est super dur. En fait, on a essayé de faire de la chimiothérapie pour se dire on aura moins besoin d'en faire plus tard et on s'est complètement planté dans les grandes largeurs. Ça, c'était la chimiothérapie simple. Ensuite, on avait la chimiothérapie balèze. Endoxan, fludarabine, rituximab. Là, c'est une étude allemande, CLL7 à l'époque, c'est pareil, on s'est planté. Traiter trop tôt, c'est pas bien. Mais en fait, on s'est posé aussi la même question avec l'ibrutinib. Est-ce que l'ibrutinib plus tôt, c'est mieux? Eh ben, la réponse, c'est encore non. Bon, et là on s'est dit, ah, attendez, quand même, il y a des patients qui ont des maladies avec une biologie plus grave, et eux, sans doute, l'ibrutinib plus tôt, ils vont en bénéficier plus. La réponse a été, c'est exactement l'inverse. En fait, les gens qui ont une biologie grave et qui prennent de l'ibrutinib plus tôt, ils ont une espérance de vie moindre que ceux qui ont pris du placebo. Donc, ça veut bien dire, en fait, qu'il y a deux temps dans cette maladie. Il y a le temps des docteurs. Quand la maladie est active, les médecins savent quoi faire. Et puis, quand la maladie n'est pas active, le patient vit plein de symptômes. Et la gestion de ces symptômes, les infections, la perte de poids, la perte d'activité physique, j'ai pas le moral, enfin bref, la fatigue, voilà. Ça, si on veut faire des études, il faut pas faire des études avec des médicaments. Il faut faire des études avec, je sais pas, faudrait voir si, par exemple, certains compléments alimentaires améliorent la dénutrition, si l'activité physique améliore l'espérance de vie. Voilà. En fait, il faut faire des prises en charge euh, plus, alors, j'aime pas le mot alternatif, mais des thérapies plus, voilà, moins classiques que d'habitude, ça c'est sûr. Donc en fait, on avait discuté de ça avec le groupe allemand pour dire que maintenant, la future étude stade A de Binet, ça sera pas une étude avec un médicament, ce sera une étude avec une prise en charge. Voilà. Sophrologique, psychologique, que sais-je encore, sportive, voilà, mais pas un médicament. ok. Et vous avez trouvé encore une question. Et j'ai une question pour vous. Comment vous faites quand vous êtes fatigué? Vous avez trouvé un truc? Mais maintenant, je suis en traitement depuis 9 mois et ça va mieux. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est sûr que la fatigue vient aussi de la leucémie. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais j'ai aussi une CPAP, donc voilà. Ah, Pour ceux qui ne savent pas, une CPAP, donc c'est quand on fait des apnées du sommeil. Voilà, c'est un appareil qu'on sommeil. met la nuit pour oxygéner. Comme Ouais. ça, ceux qui ne savent Ouais. pas, si vous avez un doute sur le fait que vous ayez Ouais. peut-être des ronflements ou des apnées dans la nuit, Ouais. posez la question à votre médecin. Ça aide beaucoup de patients pour la fatigue. D'où mon questionnement, est-ce que c'est à cause de la CPAP, est-ce que c'est à cause de la leucémie? C'est difficile de déterminer exactement d'où vient la fatigue, mais moi je suis sûr, pour moi ça vient des deux en fait. Mais Ah oui, parce que maintenant, surtout que ça va mieux. Ouais. Maintenant, j'ai plus de. Si on prend une prise, on m'a pris une prise de sang et elle est tout à fait normale. Donc, et je suis moins fatigué. Mais pour répondre à votre question, comment je fais? Je travaille mi-temps. Donc, je suis obligé de travailler. Je suis indépendant, donc je me force. Il n'y a pas de. Et je fais très attention à mon sommeil. Voilà, c'est ça, c'était pour vous répondre. Et alors, j'avais encore une question par rapport à une réflexion que vous aviez faite. Quels sont les cancers? Vous dites quand on a une leucémie, on est plus sujet à avoir certains cancers. Oui. Et quels sont justement ces cancers? Alors, au premier, alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais énormément de cancers de cutanés. Voilà.
La peau, c'est l'organe, en fait, quel est le plus grand organe du corps humain? C'est la peau. Voilà, il a partout, là, ça fait toute la surface. Et donc, du coup, vous avez les cancers de peau. Alors, dans les cancers de peau, il y en a de deux types. Celui que tout le monde connaît, qui est très méchant, le mélanome. Ça, le surrisque est quand même pas si fort que ça. C'est toutes les tumeurs, mais c'est plutôt les cancers de peau non mélomateux qu'on voit. Voilà. Donc en fait, on a des carcinomes basocellulaires, spinocellulaires, ça c'est des cancers assez fréquents. Et on a plein de patients qui, notamment au niveau du visage, une zone photo-exposée, ils ont reçu plein de petits coups de curette par le dermato pour enlever des petits cancers de peau superficiels. Après, il y a d'autres cancers qui sont vraiment associés, c'est prostate chez l'homme. On a aussi un surrisque de cancer de vessie et de poumon, et donc on fait vraiment la guerre au tabac. Si on peut, voilà, il y a vraiment il faut savoir que lorsque la leucémie lymphoïde chronique s'installe chez un patient, elle rend les lymphocytes T inopérants pour s'installer. Et ben, ce lymphocyte T inopérants, ils sont pas bons pour aller tuer un petit début de cancer dans certains organes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand on traite un cancer du poumon, par exemple, chez un patient avec de l'immunothérapie, ça marche. Si le patient a une LLC, ça marche moins bien. Donc parfois, on se dit, attention, on traite, c'est vrai aussi des cancers de vessie, j'ai un patient en consultation cette semaine il m'a dit, j'ai un cancer de vessie, il était sous acalabrutinib depuis 3 ans. Et donc, je vais dire, si vous avez besoin d'avoir du BCG thérapie pour le cancer de vessie, il faut que je vous arrête la calabrutinib. Votre LLC est en bonne réponse, on peut se le permettre. Donc, du coup, on arrête le traitement de la LLC pour avoir un maximum de chances que le traitement BCG thérapie marche chez le patient. Donc, ça, c'est un point qu'on a souvent à gérer. Et donc, en fait, on dit toujours aux médecins traitants, attention, c'est pas parce que vous avez eu un lymphome, là, c'est de LLC, que vous pouvez pas avoir un cancer du sein, un cancer du col de l'utérus. Donc il faut continuer chez les dames les frottis et les mammos. Et puis chez les messieurs, pensez prostate et côlon régulièrement. Donc en fait, voilà, et chez les fumeurs, je ne sais pas si en Belgique vous le faites, mais il y a possibilité de faire des scanners des poumons de façon annuelle, de manière à essayer de suivre d'éventuels petits nodules qui apparaîtraient et qu'on enlèverait si jamais ils devenaient un petit peu méchants sur les images. Donc en fait, voilà le genre de cancer et de surveillance qu'il faut faire chez les patients avec une LLC. Mais vraiment de très loin, c'est la peau. Mm. Et je voulais encore vous demander par rapport à l'Imbruvica. Oui. Supposons qu'on prenne de l'Imbruvica à vie. Est-ce que ça détruit certaines choses ou est-ce qu'il y a des côtés néfastes à l'Imbruvica en fait? En fait, je vais vous dire, lorsqu'on traite un diabète, lorsqu'on traite une hypertension artérielle, on traite une hypercholestérolémie, on donne aux gens un médicament pendant 40 ou 50 ans. Et en fait, peu de gens se posent la question de savoir si ça leur détruit des choses. Alors qu'en fait, pour être très franc, oui, ça leur détruit un tout petit peu des choses quand même. Et donc du coup, mais bon, il y a toujours une balance entre le risque et les bénéfices. Lorsqu'on donne de l'ibrutinib, en première ligne, en fait, il y a beaucoup de médicaments en leucémie lymphoïde chronique. La maladie est chronique, hein, ça c'est d'où son nom. Et donc du coup, on se dit, ok, avec le médicament, je vais chroniciser encore plus cette maladie chronique. Et nous, ce qu'on pense de nos petites têtes de docteur, c'est que lorsqu'on a en face, alors je sais pas quel âge vous avez, mais quand on a en face de nous quelqu'un de 75 ans à qui on donne un médicament pendant 10 ou 15 ans, alors pour le patient, c'est à vie, parce qu'il meurt à 90 ans de son infarctus ou de son AVC, comme tout le monde, mais pour nous, c'est non. Nous, on a donné 10-15 ans, on l'a pas donné à vie. Quand j'ai un patient de 40 ou 45 ans qui me dit, docteur, l'Imbruvica, c'est à vie, en fait, je vous dis un truc que, alors, je vous le dis, hein, mais je dis, bah, je vous le donne tant que vous le supportez bien, tant que vous êtes content avec, mais je pense qu'au bout de 5-6 ans, j'arrête les traitements. En fait, on commence à se rendre compte maintenant qu'il vaut mieux faire des pauses dans les inhibiteurs de BTK pour deux raisons. La première, c'est ce que vous avez dit, on expose de plus en plus les gens à des toxicités, notamment cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire, ça c'est des maladies pas très graves, mais bon, quand même pénibles à gérer parce qu'il faut rajouter des médicaments à l'Imbruvica. Et puis après, il y a le risque
d'avoir une maladie qui devienne résistante à l'Imbruvica. Et là, le venetoclax, le traitement de deuxième ligne, peut moins bien marcher. Donc, on sait que les traitements de deuxième et de troisième ligne marchent mieux chez des patients qui ont eu ce qu'on appelle des durées fixes de traitement. Et c'est vrai que Imbruvica, acalabrutinib, zanubrutinib, c'est pas vendu comme ça, hein. C'est vendu jusqu'à progression. Et c'est une erreur, je pense. Et on va de plus en plus, alors ça c'est des trucs entre nous, mais entre les docteurs, mais on va de plus en plus proposer à nos malades de faire des traitements à durée fixe. En France, on a fait une étude acalabrutinib à durée fixe. Les données vont être montrées à un congrès bientôt. J'ai pas le droit de vous le dire, mais grosso modo, c'est très efficace. Donc du coup, on se dit traiter pendant un certain temps, laisser la maladie revenir. Et quand la maladie revient, on lui redonne le même traitement. Elle n'est pas devenue résistante puisqu'on a arrêté le traitement. Et ça, c'est des choses qu'on a maintenant, qu'on sait avec les inhibiteurs de BTK. Je vous donne un exemple, hein, mais les Anglais qui ont fait une étude où ils ont donné des ibrutinib jusqu'à 6 ans, ils commencent à faire maintenant des tirages au sort entre après 6 ans d'Imbruvica, j'arrête ou je continue. Et en fait, ceux qui arrêtent peuvent le reprendre si la maladie revient. C'est pas très grave. Vous voyez, moi j'ai plein de patients à qui j'ai arrêté le médicament parce qu'ils ne le supportaient pas. Et parfois, ils sont 1 an, 2 ans, voire parfois 3 ans avant d'avoir besoin de reprendre un traitement. Donc en fait, ça fait quand même une sacrée pause, ça, dans le traitement. Donc en fait, voilà, je pense qu'il ne faut pas voir le traitement comme à vie. Votre médecin vous dit à vie parce qu'il est vendu comme ça, mais on sait très bien qu'on va pas, voilà, c'est pas à vie. Voilà. Je pense que J'ai encore une dernière question parce que sinon on va prendre beaucoup de Une toute dernière question très rapide. Donc en fait, j'ai fait une suspicion d'AIT et donc j'ai suivi des tests. On n'a rien trouvé sur un FOP. Est-ce que la leucémie peut déclencher ce genre de problème? Ouais. Là, la réponse est claire et non. La LLC expose. Ouais. En fait, il faut savoir un petit truc. En fait, les plaquettes des gens qui ont une leucémie lymphoïde chronique, elles agrègent moins bien que les autres. Et du coup, ça c'est lié à une protéine qui est à la surface de la LLC et qui rend les plaquettes moins efficaces. Lorsqu'on prend des plaquettes de patients et qu'on les teste en agrégation in vitro, elles collent moins bien que les autres. Et en fait, lorsqu'on regarde sur alors c'est les données de pharmacovigilance avec tous les médicaments, notamment l'Imbruvica, ça donne pas un sur-risque non plus d'accident vasculaire cérébral. En fait, éventuellement, ça pourrait donner un petit sur-risque d'hémorragie, mais pas un sur-risque de caillots bouchés. Et la LLC, même à 200 000, 300 000, 400 000 lymphocytes, j'ai vu du 1 million, voire du 2 millions de lymphocytes, les gens n'avaient pas du tout d'AVC. Pas du tout, mais même pas de phlébite. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de thrombose dans les artères et dans les vaisseaux veineux. Donc du coup, on dit c'est pas vraiment un risque de faire une maladie qu'on dit thrombotique, c'est-à-dire avec un caillot de sang coincé dans une artère ou une veine. C'est plutôt l'inverse, plutôt un petit sur-risque d'hémorragie. Bon, voilà, pour répondre à votre question. Un grand merci Loïc. On va passer à l'exposé suivant et on aura tout à fait encore un autre temps de questions-réponses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Loïc. Merci à vous pour votre attention. Et à bientôt.